Depuis des millénaires, le mythe des dragons hante l'imagination des peuples de la terre entière. Mais étant bien sûr qu'il s'agit d'un mythe, la figure menaçante du dragon est toujours là, tapie au creux d'horribles légendes, et la figure héroïque de l'homme qui cherche à le combattre se dresse toujours. On l'appelle Persée, Marduk, Hercule, Siegfried ou Saint-Georges. Mais le dragon renaît éternellement de ses cendres, toujours vivant dans l'imagination populaire. Énorme, hideux, vaguement reptilien, armé d'écailles, muni d'ailes silencieuses. S'il faut croire les traditions, il crache le feu et dort au fond des étangs, en montant à la garde devant d'inaccessibles trésors. Attention à son sang, il contient de foudroyants poisons. Au moins, dans le domaine littéraire, la race des dragons est toujours prospère, même si ses représentants modernes sont bien différents des grands ancêtres des légendes. Ainsi, selon Tolkien, le dragon Smaug veille-t-il sur les richesses accumulées au cœur d'une montagne. Une masse de choses précieuses, or ouvré et or brut, pierre et joyaux, et argent teinté de pourpre dans la lumière rougeoyante. Imaginé par l'écrivain de science-fiction Anne McCaffrey, certains dragons se nourrissent de substances minérales, et celles-ci, combinées aux acides de l'estomac, donnent naissance à des gaz toxiques, spontanément inflammables. À chaque souffle, note-t-elle, la laine embrasée du dragon se projetait en flammes dévorantes. Un héros de C.S. Lewis subit une métamorphose étonnante. Devenu le dragon Narnian, il découvre ses nouveaux pouvoirs en s'élançant hors de son antre, du fond de la vallée. Il n'avait pas plus tôt beau dit, écrit l'auteur, qu'il s'aperçut qu'il était en train de voler. La tradition chrétienne a fait du dragon le serviteur du diable et l'incarnation du mal. C'est le serpent maudit, chassé du paradis par l'archange Saint-Michel. Il n'en a pas toujours été ainsi. Les dragons des mythes ancestraux étaient des créatures beaucoup moins malfaisantes et aussi moins manichéennes. Inhumains et effrayants, certes, mais plus par la terreur qu'ils inspiraient que par les ravages qu'ils étaient susceptibles de provoquer. Les dragons pouvaient vivre en paix avec les hommes, qui se conciliaient leur bonne grâce en échange de tribus annuels, d'or ou de vies humaines. Gardiens des eaux, ces monstres détenaient le pouvoir de faire tomber la pluie. Ils étaient aussi des symboles de régénération. Le sang des dragons morts ne devait-il pas fertiliser la terre? Un peu partout dans le monde, en Occident comme en Orient, les traditions populaires ont perpétué ce rôle symbolique des dragons au cours des rites de fertilité immémoriaux. Au Moyen-Âge, le dragon était l'une des figures essentielles des mystères religieux et du théâtre populaire. Il mourait sous les coups de Saint-Georges avant d'être ressuscité par les docteurs. En Sicile, le jour de la Saint-Georges, une procession promenait dans les rues l'effigie de dragon entourée de deux énormes miches de pain. À la fin de la journée, les pains étaient rompus en menus morceaux, et chaque fermier en enterrait une parcelle dans ses champs pour obtenir des récoltes abondantes. À Bavière, c'est au milieu de l'été que le peuple célébrait le massacre du dragon. La fête atteignait son point culminant quand le héros local, équivalent de notre Saint-Georges, transperçait une outre pleine de sang dissimulée à l'intérieur de l'effigie du dragon. L'assistance recueillait alors ce sang pour en arroser les moissons. En Chine, aujourd'hui encore, on célèbre l'année nouvelle en promenant dans les rues d'immenses dragons de papier et de bambou. En France, à Tarascon, la fameuse Tarasque, une sorte de mannequin figurant un animal monstrueux, est promené chaque année dans les rues de la ville, en souvenir d'un monstre fabuleux et amphibie qui faisait régner la terreur dans la région
des ports du Rhône, avant d'être, selon la légende, apprivoisé par Sainte Marthe. Les dragons, figures ambivalentes et archaïques, sont plus anciens que les plus anciennes créatures. La plupart des légendes sont formelles sur ce point et font jouer au dragon un rôle essentiel dans la création du monde. Une épopée babylonienne, le poème de la création, raconte comment le dieu Marduk, au début de toutes choses, a combattu et tué le grand dragon Tiamat, émanant du chaos original. De sa victoire sont nés le ciel et la terre. Il le fendit d'un coup, comme s'ouvre un coquillage. De l'une de ses moitiés, il érigea le ciel. Puis, levant des remparts, il y plaça des gardes pour veiller sur les eaux qui restaient prisonnières. Il existe un mythe hindou, mentionné dans le Rig Veda, le premier des 4 recueils de chants sacrés, écrit en sanskrit et daté d'environ 1000 ans avant notre ère, selon lequel le grand dieu Indra a dû combattre un dragon nommé Vitra, qui retenait prisonnières toutes les eaux nourricières de la terre. Après la mort du monstre, les eaux s'échappèrent à nouveau en 1000 ruisseaux et rivières, mais le dieu a dû livrer un long et terrible combat pour libérer les eaux bienfaisantes de la mousson. En Occident, le premier dragon classique a été Typhon, le monstre primitif de la mythologie grecque qui commandait aux volcans et aux ouragans. Dans sa théogonie, le poète grec Hésiode nous adresse un portrait. De ses épaules jaillissaient 100 têtes de serpents, comme autant de dragons terrifiants, avec leurs longues langues noires sifflantes. Et de toutes ces têtes inhumaines, le feu sous les paupières étincelait. De toutes ces têtes, les yeux flamboyaient. De chacune de ces horribles têtes, des voix sinistres lançaient des cris affreux. Typhon a d'abord vaincu Zeus, qui l'a dépecé et dont il a dispersé les membres. Mais Zeus, avec l'aide de Pan et d'Hermès, a retrouvé sa forme première et a fini par tuer Typhon, qu'il a enseveli sous l'Etna. Typhon n'a été que le premier d'une longue lignée de créatures mythologiques aussi diverses que la chimère, le lion de Némée et tous les animaux fabuleux affrontés par Héraclès au cours de ses 12 travaux. L'un de ceux-ci consistait à combattre l'hydre de Lerne. Elle vivait sous un platane dans les marais de Lerne, en Argolide. Son souffle était empoisonné et ses multiples têtes repoussaient, plus nombreuses, dès qu'on les tranchait. Avec l'aide de son neveu Iolas, qui brûle les têtes coupées, Héraclès sera obligé de tremper ses flèches dans le propre sang du monstre pour en venir à bout. Autre monstre combattu par Héraclès, Ladon, le dragon aux 100 têtes du jardin des Hespérides. Il sera lancé dans le ciel et deviendra une constellation. Il gardait un trésor fort précieux, les pommes d'or d'immortalité de la déesse Héra. Parmi les autres dragons affectés à la garde de trésors par les anciens Grecs, il faut citer celui qui ne dormait jamais et qui restait au pied du chêne, où était suspendue la toison d'or, convoitée par Jason et les Argonautes. On retrouve ce thème du dragon gardien de trésors dans les mythologies anglo-saxonnes, scandinaves et germaniques. L'éclairage est toutefois différent. Les Eddas d'Islande, le Beowulf anglo-saxon ou la chanson de Nibelungen germanique expriment en effet une conception de la vie étrangement sombre et pessimiste. Les héros combattent bien à côté des dieux, mais ceux-ci ne remportent de victoire définitive. Ils connaissent aussi la mort et l'anéantissement. Leur rencontre avec un dragon vient souvent sceller un destin tragique. Siegfried mourra ainsi après avoir combattu le dragon Fafnir.
Beowulf, le héros de l'épopée du même nom, qui a été écrite entre le 8e et le 10e siècle, a triomphé dans son jeune âge du monstre Grendel. Pourtant, à la fin de sa vie, il doit affronter une créature encore plus terrifiante. La terreur originelle qui hante la poussière, le hideux worm qui embrase la nuit lorsqu'il prend son vol à la recherche des tumuli funéraires et qui sème l'épouvante sur son passage, qui découvre des trésors enfouis et qui monte la garde devant leur paillet, oublié de la mémoire des hommes. Abandonné par tous ses compagnons, à l'exception de son parent Wiglaf, Beowulf va affronter le redoutable gardien en un dernier combat. Naiglin, sa fidèle épée, est brisée par le souffle brûlant du monstre. Beowulf est grièvement blessé. Il parvient néanmoins à frapper le dragon et finalement à le tuer. Worm le sinueux, dit la légende, plus jamais ne montera la garde devant les trésors enfouis sous la terre. L'acier froid et tranchant l'a transpercé. Celui qui vole loin est tombé à terre mortellement, près d'un morceau de richesse. Jamais plus il ne prendra son vol à l'aube pour s'emparer de l'or des anciens guerriers. La main du roi l'a terrassé. Touché à mort lui aussi, Beowulf trépassera près du corps du dragon, ce qui prouve malgré tout que beaucoup de légendes ont raison. Comme les fées ou les vampires, les dragons sont vulnérables au fer et à l'acier.